Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. D'abord, on regarde ensemble un nouvel épisode de la série La Famille, tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Dorit Naon est avec nous aujourd'hui en plateau. Salut Dorit. Hello. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'impact des réseaux sociaux dans notre vie. Et c'est important, effectivement. Et puis notre question du jour, on va aussi explorer l'impact du numérique, cette fois-ci dans les idées d'entrepreneurs français qui ambitionnent de réinventer l'enseignement des mathématiques. On met en avant pour l'occasion un outil innovant à la matière. Vous allez voir, ça s'appelle Schooltopia et on en parle aujourd'hui avec sa fondatrice, Leïla Ancelin, qui est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Leïla. Bonjour. Soyez la bienvenue dans l'école du futur. On parle de Schooltopia et des mathématiques dans un instant, juste après le focus. Et on commence par regarder ensemble un nouvel épisode de la série La Famille, tout écran, qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Au programme aujourd'hui, un défi parents contre enfants autour d'un jeu sur les fake news où vous allez le voir, tous les coups sont permis. Regardez ça. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Merci. Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je t'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Allez, de la gamification à l'intelligence artificielle, en passant par la personnalisation de l'apprentissage. Comment la technologie révolutionne-t-elle les perspectives de l'apprentissage des mathématiques? Eh bien, on va poser la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui en duplex avec nous pour en parler, Leïla Ancelin, la fondatrice de Schooltopia. Leïla, selon le dernier rapport PISA, la France connaît, vous le savez, une baisse historique du niveau des élèves de 15 ans en mathématiques. Des mauvais résultats qui s'inscrivent dans un contexte de baisse générale des connaissances au niveau international. Comment parvenez-vous, Leïla, vous, avec Schooltopia, à rendre l'apprentissage des mathématiques un petit peu plus ludique, fun et sympa pour ces adolescents, à leur redonner goût aussi à une matière qui peut paraître complexe au premier abord? Alors effectivement, les maths, c'est pas forcément évident à enseigner. C'est une matière qui peut sembler vraiment ennuyeuse, surtout pour des adolescents de cet âge-là. Donc nous, on a décidé de créer un produit plutôt ludique. Donc on a carrément inventé un univers de science-fiction basé sur un personnage qui s'appelle Toshi, qui est un robot. Et en fait, on va, à travers la BD, on utilise ce type de format, on va appliquer les mathématiques à l'intérieur de l'histoire. Donc il y a des situations problèmes qui sont dans l'histoire, on veut aider les personnages à avancer dans l'histoire et donc on va appliquer les mathématiques pour ça et on va avoir accès à des leçons et à des exercices interactifs de manière à stimuler l'adolescent. Et également, on a décidé de faire un système de gamification avec la possibilité de gagner des points, des badges, des avatars, une série en fait de récompenses pour tout simplement engager l'utilisateur sur notre plateforme. Vous parlez justement de ce petit robot Toshi. Quelle est son utilité, son utilisation qu'en font les enfants quand ils utilisent Schooltopia?
En fait, c'est la mascotte, donc en fait, c'est on va dire le personnage principal de l'histoire. On va vraiment s'attacher à ce personnage parce qu'il va vivre des choses qui sont parfois difficiles, on va dire, et on va avoir une attache émotionnelle et on va vouloir l'aider à avancer dans l'histoire, sachant que dans l'histoire, au tout départ, enfin au tout début, on va avoir, il va aussi démarrer de zéro. Donc en fait, il va tout apprendre, aussi dans la vie, aussi bien qu'au niveau des mathématiques. Et c'est ça qui fait que, en fait, un adolescent peut s'identifier parce qu'un adolescent est jeune et il a tout à apprendre, il a tout à construire. Les cours sont organisés d'une certaine manière avec Schooltopia, un niveau de difficulté différent en fonction des progrès que réalisent l'élève sur votre plateforme? Alors, en fait, pour l'instant, pas forcément. En fait, ça va être plutôt 15 à 17 épisodes par classe, par niveau de classe. Ce qu'on propose, c'est surtout sur du niveau collège, donc de la 6e à la 3e. Mais là, on va rajouter la possibilité de choisir son niveau de difficulté, donc soit facile, moyen, difficile, en fonction des résultats de l'élève sur les exercices. Donc c'est quelque chose qu'on veut effectivement implémenter plus tard. Et après, on a aussi l'intelligence artificielle dans notre projet, mais là, c'est plus en tant que aide aux devoirs. Donc on va lui poser des questions, il va donner des réponses adéquates par rapport aux questions qu'on pose. Donc ça peut être des définitions, des exercices personnalisés, des corrections, aussi tout ce qui est conseils pour la méthodologie de travail. Votre objectif, du coup, Leïla, si je comprends bien, c'est de faire progresser évidemment les élèves à leur rythme, de ne pas avoir peur de faire des erreurs aussi en mathématiques? Exactement. Comme c'est ludique et c'est entièrement gamifié, en fait, on encourage l'utilisateur à refaire plusieurs fois l'exercice et il est même récompensé s'il le refait plusieurs fois, même s'il a loupé une ou deux fois, mais que la troisième fois il réussit. En fait, on va encore plus le récompenser pour l'encourager et lui montrer qu'en fait, faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Je me tourne maintenant vers Dorit Naon, qui est notre chroniqueuse du jour, dont on va entendre la chronique dans un instant. Dorit, est-ce que vous étiez bonne en mathématiques? Pas du tout, j'étais épouvantable. Je détestais ça, c'était mon cauchemar. En fait, j'ai jamais eu de logique. J'en ai toujours pas beaucoup, mais les maths, ça en demande beaucoup. J'ai trouvé qu'en fait, c'était très rébarbatif, très ennuyeux. Et c'est pour ça que la gamification, moi, je suis profondément convaincue de cette méthode, parce que je pars du principe que dans tout dans la vie, la meilleure façon d'apprendre, c'est s'amuser, surtout pour quelque chose qui, on va se le dire, et je pense que Leïla me rejoindra, ça donne pas vraiment envie les maths, quoi. Non, c'est sûr, on n'est pas tous effectivement très attirés de premier abord par cette matière, mais justement, vous avez donné, vous donnez envie aux enfants d'apprendre les maths. Et puis j'ai lu aussi qu'il existe également du contenu spécialement conçu, Leïla, pour les enfants atteints de dyslexie, c'est ça? Exactement. En fait, il y a la possibilité de pouvoir actionner un mode dyslexique sur notre plateforme et ça va changer en fait la police d'écriture de lecture sur la plateforme, donc au niveau des contenus, notamment que ce soit des cours ou la BD en elle-même. Ça nous semble important parce qu'on a beaucoup de familles qui viennent nous contacter pour nous demander si c'est compatible avec ce type de troubles, on va dire. Bien sûr, et c'est effectivement ce qu'apporte le numérique et le digital et les nouvelles technologies. Et quand c'est utilisé à des fins comme ça, c'est super. La clé aussi, on a envie de le répéter dans l'apprentissage des mathématiques, c'est la répétition quasi quotidienne des exercices que vous proposez, notamment sur Schooltopia. C'est comme ça qu'on progresse le mieux? Effectivement, c'est une pratique régulière, ça c'est sûr. Et nous, ce qu'on observe au niveau des utilisateurs qui viennent sur notre plateforme, en fait, ils viennent toutes les semaines. Ils passent en moyenne 5 heures par mois sur la plateforme, donc c'est vraiment un complément à l'école. Notamment, je pense, pour s'entraîner ou pour réviser ses contrôles ou si l'élève a des lacunes. Elisabeth Moreno, Leïla, la présidente de Femmes at Numérique et ancienne ministre, indique que les femmes manquent encore trop à l'appel du numérique. Je la cite, que ce dernier permet de créer, d'innover, d'inventer, d'éduquer, de rassembler aussi. Et nous avons absolument besoin du regard des femmes et de leur talent pour le rendre plus inclusif. C'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, je crois, l'inclusion des filles dans le numérique, dans ces métiers, notamment par le biais de l'apprentissage des mathématiques et de l'acculturation au numérique. Exactement, c'est tout à fait vrai. Malheureusement, en fait, surtout dans les sciences, il n'y a pas beaucoup de filles, malheureusement beaucoup plus d'hommes.
Et nous, on a plutôt de la chance parce que sur la plateforme, on a autant de filles que de garçons qui sont attirés par ce qu'on fait. Donc, on se dit que c'est plutôt la bonne méthode, en fait. Ce qu'on propose en termes de gamification, je pense, et d'univers doit attirer autant les deux sexes. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et effectivement, dans tout ce qui est métier du numérique, que ce soit l'informatique ou d'autres métiers, effectivement, il y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup d'attrait. Je pense qu'aussi ça peut être lié à une méconnaissance du sujet, peut-être. Peut-être que les femmes ne sont pas trop au courant de ce domaine. Ça peut sembler être un domaine assez fermé, notamment le monde de la tech. Donc, faut essayer peut-être de faire de la communication. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Effectivement, Leïla, et ça rejoint effectivement ce que vous dites, parce que si on regarde les chiffres, il y a un peu moins d'un tiers de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'informatique ont quant à elles le plus souvent entre 5 et 10% de femmes dans leurs effectifs. J'allais vous demander les raisons d'un tel déséquilibre, mais pour vous, c'est plus une histoire de communication sur ces métiers. On a quand même l'impression ces dernières années que le sujet commence à bouger, à toucher de plus en plus de jeunes filles. Il y a des associations aussi qui se lancent, je pense notamment à Elle Bouge. Mais pour vous, c'est plus une histoire de sensibilisation à ces métiers, à ces formations auprès des jeunes filles? Je pense la sensibilisation, et effectivement, mais aussi peut-être la façon dont c'est présenté. Notamment, peut-être que c'est pas suffisamment attrayant. Ça peut sembler ennuyeux. Alors, je parle pour l'informatique ou même pour d'autres matières scientifiques ou même le monde de la tech en général. Peut-être aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes, peut-être parfois ça peut faire aussi peur aux femmes, peut-être, ne pas trouver sa place. Ça peut être, je pense, plein de raisons en fait. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Vous êtes une femme dans la tech, justement. Donc, vous montrez l'exemple. Merci beaucoup, Leïla. Je vous propose continuer à en parler dans la deuxième partie du talk. On va évidemment reparler des maths et de l'influence de la technologie sur l'apprentissage de cette matière chez les jeunes. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. I wanna stay forever, I wanna dance forever, I want you by my side, yeah. I wanna stay forever, I wanna dance forever, stay with you.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui, Leïla Ancelin, la fondatrice de Schooltopia. Leïla, on continue nos échanges dans un instant. D'abord, on laisse place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui, vous allez nous parler numérique, toujours, impact des réseaux sociaux dans notre vie. Vous nous faites un petit état des lieux pour commencer ? C'est la guerre de l'attention et c'est le but des réseaux sociaux, capter toute notre attention en un minimum de temps. Le problème, c'est que ça vampirise aussi notre énergie et même notre santé mentale. Alors, pour vous partager certains chiffres, 6h37, c'est le temps qu'une personne passe sur Internet dans le monde, dont 38% sur les réseaux sociaux et 59% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Ce sont des données qui viennent du blog du modérateur. Et je crois que vous avez une étude venue de loin à nous partager. Oui, elle vient de Pennsylvanie, de chercheurs en Pennsylvanie. Ils se sont intéressés au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et au sentiment d'isolement qui y est régulièrement décrit. Ils ont essayé de répondre à une grande question philosophique. Est-ce qu'on se sent seul parce qu'on passe trop de temps en ligne ou est-ce qu'on passe trop de temps en ligne parce que justement on se sent seul ? C'est subtil. Et l'étude a prouvé que les réseaux augmentent la sensation de solitude pour différentes raisons. Alors déjà, on se renferme sur soi-même, on aurait moins de temps à consacrer aux interactions sociales dans la vraie vie. Ensuite, on se compare, donc très toxique. La vie des autres nous semble toujours mieux que la nôtre. Ensuite, on se fait du mal parce qu'on voit que dans telle ou telle soirée ou événement, ça se passe sans nous, on n'est pas invité. Donc on se fait pas mal d'idées aussi qui nous font du mal. Et finalement, l'étude elle a révélé que les réseaux ne font qu'accentuer une prédisposition à la solitude. Le problème, c'est que l'étape après la solitude, c'est l'isolement. Et on rappelle cette grande citation, la solitude vivifie, mais l'isolement tue. En impact négatif, qu'est-ce qu'on retrouve aussi concernant les réseaux sociaux, Dorit ? Le cyberharcèlement, qui touche 24% des personnes selon une étude e-enfance, parce que derrière un écran, l'anonymat permet de s'exprimer plus librement et donc de laisser cours à une violence en ligne. Ensuite, on parle aussi de l'effet FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer de quelque chose, et c'est un biais qu'on ressent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est de l'anxiété, clairement. C'est le fait d'être connecté en permanence par peur de manquer une information. Et cet effet FOMO, il est entretenu par les applications des réseaux sociaux qui réfléchissent à des interfaces agréables, donc l'UI et l'UX, pour retenir un maximum l'utilisateur, et aussi avec les notifications pour les ramener à des informations qui se passent en leur absence et du coup leur donner envie de revenir. Et au niveau du bien-être émotionnel, c'est quoi l'état des lieux ? On parle de dépression et d'anxiété liées aux réseaux sociaux, donc via 4 facteurs. Déjà, les algorithmes. L'interface, elle va remonter du contenu qui vous intéresse. Donc, si vous avez des pensées négatives, vous aurez sans cesse ce genre de contenu qui va revenir. C'est un cercle vicieux. Et encore une fois, on revient sur le harcèlement, bien entendu. Ensuite, on a les réseaux qui influencent notre point de vue, d'où l'importance de garder son libre arbitre. Ensuite, on a la pression sur certaines plateformes, c'est-à-dire le fait de se dire qu'on doit poster une vie lisse et parfaite parce qu'on voit les autres poster une vie lisse et parfaite, sauf que les apparences, c'est pas la réalité. Et d'ailleurs, on a 56% des Français qui disent que leur amour-propre est influencé par Instagram. C'est une étude épidémique. Alors, on va finir avec un petit peu de positivité. Dorit, est-ce qu'il y a des effets positifs des réseaux sociaux sur notre vie ? Oui, énormément, heureusement. Alors, on dit que ça isole, mais pourtant, ça favorise aussi la communication, autant pour les entreprises que pour les gens. Ça permet à une boîte de travailler son image de marque, donc sa marque employeur, et pour les gens de se connecter entre eux, de rencontrer et d'échanger avec des gens du monde entier, de toutes les cultures et de tous les univers. Et c'est ça la grande puissance des réseaux sociaux finalement, c'est que derrière, les barrières géographiques, elles n'existent plus. Ensuite, ça permet aussi de se rapprocher tout simplement de ceux qu'on aime, on l'a vu pendant le Covid, et enfin de libérer la parole sur tout ce qui est dysfonctionnel dans le monde, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Les réseaux sociaux, finalement, c'est un porte-parole incroyable pour changer les choses à son petit niveau, éveiller les consciences, porter une voix et avoir un impact positif dans la vie des gens. Donc moi, j'aimerais finir en rappelant que les réseaux sociaux, c'est comme tout dans la vie, tout dépend de l'usage qu'on en fait et tout est une question d'équilibre. Effectivement, 6h37, c'est le temps qu'une personne passe sur Internet dans le monde. Ouais. Merci beaucoup, Dorit, par jour, évidemment. Merci beaucoup, Dorit, pour cette chronique. Et puis nous, on continue nos échanges sur les mathématiques, la science et le numérique, évidemment, dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec Leïla Ancelin, la fondatrice de Schooltopia. Leïla, on vous a retrouvé au cœur de Schooltopia aussi, évidemment, la technologie. Comment arrivez-vous à définir aujourd'hui la manière dont elle transforme l'enseignement des mathématiques dans les salles de classe ?
au-delà de vous, votre logiciel. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui vous ont marqué sur le sujet ? Alors, concernant l'éducation nationale, c'est la question ou... Par exemple, ou d'autres startups qui agissent aujourd'hui au sein de l'écosystème EdTech et qui essayent de tout faire pour apprendre de manière ludique ou de manière numérique les mathématiques auprès des enfants. Pas nombreux aussi. Oui, sur les matières, sur les maths, j'ai pas forcément d'exemple, mais par exemple en français, je suis de très près Plume, qui a été fondée par Aude Guénaud. Je sais qu'elle travaille avec l'éducation nationale, avec différentes écoles, mais aussi auprès des parents et des enfants sur un axe plutôt B2C. Je trouve que son parcours est vraiment très inspirant aussi. Et elle fait tout pour effectivement avoir un impact plus au niveau des écoles. Alors, je ne connais pas exactement ces chiffres, hein, mais effectivement, je sais que je crois qu'il y a des dizaines de milliers d'écoles avec lesquelles elle travaille, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis Plume qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission, et je vous invite effectivement à regarder son interview. Vous vous êtes lancé dans l'aventure Schooltopia avec, je fais un lien avec la chronique de Dorit il y a un instant, avec cette conscience du temps d'écran qui est utilisé aujourd'hui par les jeunes. Schooltopia est disponible aujourd'hui en ligne. C'est un temps d'écran utile. C'était au cœur de votre démarche aussi, Schooltopia ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est difficile d'empêcher les jeunes d'aller sur sa tablette ou sur son téléphone. Donc autant que ce soit utile, autant qu'ils l'utilisent à bon escient et pour s'améliorer, notamment en maths ou sur d'autres matières. Apprentissage par le jeu, vous en êtes convaincu? Est-ce que ça influe évidemment aussi sur la rétention de certaines compétences, de certaines notions mathématiques chez les jeunes? Ça aussi, c'était dès le début quelque chose que vous vouliez mettre en place au cœur de votre plateforme? Alors l'aspect de gamification, c'est plutôt pour encourager l'utilisateur à utiliser la plateforme forcément, à ne pas être découragé si ça semble aussi difficile, par exemple, si un exercice paraît compliqué ou qu'il a fait beaucoup d'erreurs. L'idée, c'est de lui montrer qu'il peut quand même être récompensé parce qu'il a fait l'effort de faire l'exercice, même si ça a semblé compliqué pour lui. En fait, la gamification ici, ça a plutôt une démarche de rétention et pour encourager la personne à devenir persévérante, en fait. Parce que malheureusement, chez les jeunes, en général, ils sont pas forcément hyper persévérants. C'est ce que j'ai pu observer parce que j'ai enseigné donc les maths et les sciences pendant 10 ans. Et c'était très, très, très compliqué pour eux de rester motivés, de continuer à faire les exercices, même s'ils n'y arrivaient pas. Donc en fait, le système de gamification est vraiment là pour ça. Alors Leïla, vous venez de nous le dire, vous qui avez été enseignante avant de monter Schooltopia, est-ce que vous pensez que l'école irait un petit peu mieux ou qu'on apprendrait de manière un peu plus efficace, en tout cas aujourd'hui, si on apprenait par le jeu dans les écoles? Oui, clairement. Je pense que c'est ce qui manque. Malheureusement, il y a énormément de matières qui sont enseignées de manière ennuyeuse, qui accrochent pas suffisamment les jeunes, et je pense que les pédagogies utilisées sont complètement dépassées en fait. Déjà dépassées par toute la technologie qu'on a, et aussi en termes d'enseignement et de pédagogie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a très longtemps et qui n'est plus adapté. Nos nouvelles générations ont changé, elles aspirent à autre chose, elles aspirent à de nouvelles méthodes, à une nouvelle façon d'apprendre. En tout cas, on peut le sentir. Une nouvelle façon d'apprendre aussi, effectivement, Leïla, par l'intelligence artificielle. Vous nous avez dit dans la première partie du talk que vous l'utilisiez aujourd'hui chez Schooltopia. De quelle manière? Parce que vous comprenez aussi les craintes de la part de la communauté éducative, des parents, des enseignants aussi, des accompagnateurs qui peuvent remettre en doute soit l'utilité de cette technologie, soit sa réelle efficacité. Vous avez décidé, malgré tout, de l'implémenter dans Schooltopia. Oui, bien sûr. Alors, les craintes, en fait, liées à l'intelligence artificielle, c'est surtout en France, je dirais, parce que nous, on va passer sur le marché anglo-saxon bientôt, prochainement.
Et les craintes sont vraiment pas les mêmes à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la technologie ou même l'approche des écrans. Donc on a clairement pas les mêmes contraintes en fait et les mêmes problématiques. Donc comme nous, on aspire à être plutôt global, donc international, en fait, c'était forcément quelque chose qu'on voulait quand même implémenter, quel que soit l'avis des Français sur le sujet. Et effectivement, c'est vraiment utilisé à bon escient. L'intelligence artificielle qu'on a, c'est plutôt là pour aider, pour conseiller, pour aider l'enfant dans son apprentissage, pour l'encourager, pour lui donner des conseils, pour personnaliser son apprentissage également. Quels sont les futurs projets qui vous attendent là, avec Schooltopia au cours des prochains mois? Alors, on a fait un programme d'accélération avec donc des Anglais qui s'appelle Supercharger Ventures, qui a un fonds EdTech londonien. On a fait ça pendant 3 mois à Malte, donc c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Et là, on vient de rentrer dans un accélérateur américain de la Silicon Valley qui s'appelle Expert Dojo. Donc l'international, on peut le dire, c'est vraiment votre objectif au cours des prochains mois, des prochaines années? Exactement. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, ces expériences avec ces fonds d'investissement, avec ces accélérateurs? Qu'est-ce que, à l'étranger, on n'a pas en France? Alors c'est une très très grosse question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si on compare l'écosystème français et l'écosystème international, alors déjà les visions du business ne sont pas les mêmes. Je dirais que par exemple pour le fonds EdTech londonien, ça se rapprochait beaucoup de l'esprit américain, mais c'était encore, on va dire, teinté de l'esprit européen. Par contre, aux États-Unis, ça n'a strictement rien à voir. Les écosystèmes sont très gros, les ressources sont énormes. Même en matière de levée de fonds, c'est clairement pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus gros. Les Américains vont plus se concentrer sur la vision du projet, sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quelles sont nos ambitions, quels sont nos objectifs. Ils ne vont pas forcément regarder ce qu'il y avait avant ou les résultats présents. Par contre, si on veut lever plutôt avec des Européens ou des Français, ça va être c'est quoi ton chiffre d'affaires actuel, c'est quoi que tu as fait avant. Ça va plutôt se focaliser sur le passé et sur ce qu'on fait maintenant et pas forcément sur le futur ou ce qu'on a envie d'atteindre en termes d'objectifs. Donc c'est 2 façons différentes d'investir, 2 façons différentes de construire un écosystème. Et aussi, les types de projets ne sont pas les mêmes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils aiment miser plutôt sur des projets ultra technologiques, alors qu'en Europe, ça va être plutôt basé sur l'impact. Par exemple, ça va être l'impact environnemental, l'impact éducatif, l'impact au sens global. Donc, ce n'est pas du tout la même manière d'investir aussi. Et aussi, au niveau des types de projets sélectionnés, c'est complètement différent. Dorit, je vous voyais réagir, vous voulez répondre aux propos de Layla? Oui, complètement. En fait, moi, j'aimerais partir sur un partage d'expérience parce que j'étais dans un collège ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, avec des jeunes qui n'ont pas toutes les clés, que ce soit au niveau familial ou quoi, pour se mettre aux maths. Ou moi, mon partage d'expérience, il est plutôt au niveau de la grammaire. Donc, je vais parler de Madame Favre, ma prof de français de 6e, qui avait mis en place un programme qui s'appelle l'île de la grammaire. Et en fait, elle avait mis en place tout un scénario avec des personnages, une histoire. Et on a fait ça toute l'année, et je trouve que ça serait intéressant de parler de justement ces enfants qui n'ont pas envie d'être là à l'école, parce que moi je les voyais, j'y étais en ZEP, et qu'il faut vraiment aller chercher plus loin. Et c'est pour ça que ce genre de programme comme ce que fait Layla ou ce qu'a fait Madame Favre à l'île de la grammaire, là où on n'écoutait rien du tout en français, bon moi si parce que j'adore ça, mais les autres n'écoutaient pas vraiment, et ça aide à se concentrer, ça donne envie, et c'est ça le pouvoir de la gamification aussi, c'est je trouve transcender cette barrière sociale, et c'est un aspect aussi diversité-inclusion, de donner envie à tout type de jeunes, peu importe leur milieu, de s'y mettre, et du coup finalement de donner goût à l'école et à l'éducation. Donner goût à l'école, à l'éducation et aux mathématiques aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Dorit. Merci aussi à vous Layla. Apprendre les maths en s'amusant, effectivement c'est important, progresser sans forcément s'en rendre compte. Voilà entre autres ce que vous faites avec Schooltopia. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous aujourd'hui. Layla Ancelin, fondatrice de Schooltopia. Merci 1000 fois à vous de nous avoir suivis aussi aujourd'hui. Et puis on se retrouve dès demain, dès 12h30 sur School TV. Bonne journée.